depuis que j'ai réfléchi sur cette conversation de l'empereur et que j'ai appris à mieux connaître son caractère, je pensais qu'il m'avait dit légèrement et comme propre du moment ce que j'avais pris au sérieux. Et je me suis convaincue qu'il ne peut accréditer des bruits aussi ingérieux à lui-même qu'à moi. Il avait assez d'ennemis dont la malveillance s'est chargée de lui nuire, sans qu'il vînt encore les aider. Les vers en réponse au journal anglais dont j'avais demandé l'explication plurienne au commencement de mon mariage, prouvant aussi qu'il ne voulait pas laisser croire sur moi un fait faux et outrageant. Mais alors, je ne raisonnais pas si juste et j'ai gardé longtemps la prévention qu'un tel discours m'avait fait naître contre l'empereur. Ce mot de divorce m'avait frappé aussi que j'ai fui moins étonné. Plus tard, lorsque ma mère m'a appris une chose, que le ministère de la police, Fouché, était venu lui dire que le divorce était le désir de toute la France, ce qui, tôt ou tard, l'empereur qui n'y pensait pas, il serait forcé. Il a même jusqu'à lui montrer un projet de lettre qui lui conseillait d'écrire au Sénat en engageant à faire la première démarche pour cette séparation. Le divorce m'avait jusque-là paru impossible, mais ma conversation précédente avec l'empereur me fit craindre qu'il n'ait connu déjà la proposition de Fichet. L'impératrice était dans l'incertitude et je nous ai avancé un conseil sur une chose aussi délicate. Cependant, forcé de donner mon avis, je lui dis qu'à sa place, j'irai trouver l'empereur, que je lui ferai le reproche d'user avec moi des deux et la prière de s'expliquer. Franchement, qu'ici le sait entrevoir le désir de cette séparation, je ne resterai pas une chute des plus avec lui. J'eus en même temps soin d'engager ma mère à suivre avant tout son sentiment, que sa tendresse pour l'empereur rendait peut-être différent du mien. En effet, après avoir beaucoup conféré avec ces dames du palais, surtout avec madame de Remusat, amie de monsieur de Talleyrand, et qui était une des personnes en qui l'impératrice avait le plus de confiance, elle se décida à répondre à Fouché qu'elle ne ferait aucune démarche si elle n'en parla pas à l'empereur, qui ne tarda pas à apprendre le conseil donné par Fouché. Il reprocha à ma mère sa réserve, l'assura que Fouché était venu de lui-même et sans son aveu. Elle la questionna néanmoins sur ses galopes et ses pensées. Elle répondit que jamais elle ne serait la première à demander une chose qui pourrait l'éloigner de lui, que leur destinée était trop extraordinaire pour n'avoir pas été marquée par la providence et qu'il croirait porter malheur à tous les deux si, de sa propre volonté, il séparait sa vie de la sienne. L'empereur montra de la sensibilité, redevint pour elle ce qu'il avait toujours été, et ses projets parurent oubliés. Mais il avait laissé dans le cœur de ma mère une funeste impression. Les propos qui circulaient sur le divorce dans la capitale lui étaient constamment reportés et étaient troublés tellement sa sécurité que souvent je ne savais s'il ne fallait pas regretter pour sa tranquillité que cette séparation ne fût pas déjà un fait accompli. L'empereur partit pour l'Italie et nomma le vice-roi prince de Venise au titre de son successeur à ce royaume. Cette nomination donna beaucoup à réfléchir moi-même. Je me perdais dans mes pensées et j'ai commencé à croire qu'il n'avait jamais sérieusement songé au divorce. Pendant le voyage de l'empereur en Italie, ma mère venait souvent me voir, car de retour à Paris, je n'ai quitté plus ma chaise longue. Les princes que je verrais sous dans mon intimité à Fontainebleau continuaient à se rendre régulièrement à mes soirées. Ils avaient tous des réclamations à faire. Leur sort malheureux m'intéressait et je mettais beaucoup de soin à leur faire oublier cette position suppliante d'un vaincu doublement étranger dans le pays de ses vainqueurs, aussi parisien
qui se pleure chez moi plus que partout ailleurs. Et malgré les balles, les fêtes dont la capitale était remplie, Fainéant-il toujours ne faisait que moi. Chez moi dans la soirée, il me répétait en souvent qui se croyait là dans la famille et qui n'attendait en pas d'une sœur de meilleurs conseils que ceux que je voulais bien lui donner. Si je me trouvais dans une position embarrassante, me dit-on, le grand-duc de Württemberg, frère de l'empereur d'Autriche, c'est à vous que je me dresserai pour guider par vos conseils. J'imagine en effet qu'ils devions être utiles, puisqu'ils étaient dictés par l'intérêt les plus vrais pour le malheur, les jeux de l'an. Je faisais à toute ma maison distribution des petits présents. J'invitais ces princes à y prendre part. Ce fut une fête de famille. Entre autres cadeaux, je fait peindre par Isabelle le portrait de cette jeune princesse de Russie, tant regrettée par son mari, le prince de Mecklembourg, auquel je l'ai donné sur une boîte. Le retour de l'empereur mit fin à cette intimité. Il était très sévère sur la réception des étrangers et voulait qui ne faisant admis que dans les grands cercles, les princes Guillaume de Prusse venaient d'arriver. Et comme la Prusse avait de grandes réclamations à faire, on supposa qu'il était la cause de cet ordre rigoureux. Cependant, tous ces princes vivement piqués d'être éloignés de nous se jetteront dans le salon du Faubourg Saint-Germain, où ils entendiront sur l'empereur un langage bien léger, plus d'accord sans doute avec leurs sentiments. L'empereur me dit toujours, en me grandant, de les avoir reçus. N'y a-t-il pas assez de Français aimables sans avoir reçu des étrangers qui ne pouvons nous aimer? Mais ils ont des manières agréables, les dames cherchant à plaire. Asieu, m'écriai-je en interrompant et choqué de sa dernière phrase. Je désire trop qu'il, pensant du bien de moi, peut chercher à le plaire. Il sourit et n'ajouta rien.